Bonjour. Depuis plusieurs mois, la France est entrée dans une crise politique. En 2022, Emmanuel Macron est réélu non pas par adhésion de sa politique, mais par peur de voir arriver Marine Le Pen au pouvoir. Il a joué la carte de la mascarade du Front républicain, moi contre les extrêmes et le chaos, et les élections législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard n'ont pu lui permettre d'obtenir la majorité dont il avait besoin. Le gouvernement d'Elisabeth Borne s'est servi non moins de 19 fois du 49.3, dont pour la très contestée réforme des retraites. C'est cette situation qui a poussé Emmanuel Macron à opter pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors de la campagne des législatives qui ont suivi, Emmanuel Macron a rejoué la même carte en tentant d'instiller la peur, pour seul résultat d'affaiblir davantage sa position. La partie centrale s'érode au profit de l'extrême droite et de la gauche, essentiellement la France insoumise, et Emmanuel Macron a nommé les perdants à la tête de son gouvernement. Michel Barnier et son équipe ont été contraints de démissionner. C'est désormais François Bayrou, un autre perdant, qui a été nommé Premier ministre, mais il va se retrouver avec exactement les mêmes difficultés que son prédécesseur. C'est en cela que réside la crise politique qui se traduit par une paralysie des institutions de la République capitaliste. Macron est dans une impasse parlementaire, et c'est un gros problème pour lui et pour son camp, et par la force des choses un énorme avantage, non seulement pour ses adversaires politiques, mais aussi, du moins potentiellement, pour tous ceux qui luttent contre sa politique de régression sociale. Seulement, c'est une vérité qui n'est pas comprise par tout le monde, notamment par les dirigeants de la gauche et certaines organisations syndicales. Nous reviendrons sur cet aspect un peu plus loin. Les travailleurs et la population de manière générale ont perdu la confiance dans les organisations politiques qui ont monopolisé le pouvoir jusqu'à maintenant et qui prétendaient défendre en même temps les intérêts du capital et les intérêts des travailleurs. En fait, ils ne voient pas leur situation s'améliorer significativement. C'est ce qui explique en partie cette nouvelle composition parlementaire où une majorité ne se dégage pas clairement, du moins pas encore. Une transition politique s'opère et l'ancien monde est en train de disparaître. Bien que Emmanuel Macron prétendait incarner ce renouveau politique, il ne s'est révélé qu'être un politicien de droite classique, position parfaitement perceptible lorsqu'il était ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande. Avant la nomination de Bayrou, Macron a parlé d'un gouvernement d'intérêt général. Ça veut dire que les gouvernements précédents n'étaient pas d'intérêt général ? Effectivement, ils ne l'étaient pas et ils ne le seront pas, quelle que soit leur composition. Car Emmanuel Macron est le représentant politique des capitalistes. Pour sortir de la situation de blocage qu'il a lui-même créée, il a tenté de créer un gouvernement d'union nationale, qui s'est soldé par un échec. Mais cette formule n'est qu'un écran de fumée qui cherche à rallier sous la même bannière l'ensemble des forces politiques qui finalement se retrouveront à défendre les intérêts capitalistes. Les gouvernements d'union nationale sont des pièges pour quiconque prétend défendre les intérêts des travailleurs. Lors de cette tentative de créer ce gouvernement d'union nationale, Olivier Faure s'était dit prêt à gouverner avec un Premier ministre de gauche et ouvert au compromis avec la droite. Et Fabien Roussel a déclaré après sa rencontre avec Emmanuel Macron le 9 décembre qu'il n'y avait pas de ligne rouge, qu'il fallait sortir de la situation de blocage. Puis de nouveau, le 10 décembre, à l'Élysée, l'ensemble des partis prêts à trouver une solution se sont réunis avec la présence des différentes composantes du NFP, excepté la France insoumise. Ces positions de la part des dirigeants de la gauche sont inadmissibles. Mais pourquoi souhaitent-ils si ardemment débloquer la situation ? N'ont-ils pas d'autre perspective que de vouloir rétablir la stabilité politique, maintenir intactes les institutions et les forces en présence ? C'est un positionnement qui témoigne de leur totale adaptation au système dont ils sont dépendants matériellement, au point qu'ils s'érigent en défenseurs des institutions de la République capitaliste. Ils nous montrent à quel point ils sont empêtrés dans une vision réformiste et institutionnelle de la République, c'est-à-dire enfermés dans le cadre du capitalisme et de ses institutions. Soyons clairs, toute tentative de résoudre l'impasse parlementaire au moyen de sa disponibilité se soldera inévitablement par un échec et pire encore, par la trahison des intérêts fondamentaux de la cause qu'ils prétendent défendre. Macron et le système qu'il défend sont les responsables de cette crise institutionnelle. Les dirigeants de la gauche ne devraient pas aider Macron à résoudre cette crise. Au contraire, ils devraient exploiter la situation pour hâter sa chute. En ce qui concerne le Parti socialiste, l'attitude de sa direction n'a strictement rien d'étonnant.
elle est acquise aux intérêts du capital et un ardent défenseur des institutions de la République, capitaliste depuis longtemps. Lorsque les médias et les commentateurs politiques qualifient le Parti socialiste de parti de gouvernement, c'est à ça en fait qu'ils font référence. En revanche, Fabien Roussel n'aurait jamais dû discuter avec Macron. Il n'y a strictement rien à attendre de lui et rien à négocier. Sur cette question, la position de la France insoumise, en refusant une entente avec Macron, a été beaucoup plus juste. Macron a déclaré qu'il restera le président jusqu'aux prochaines élections. Mais dans le même temps, le gouvernement de Bayrou va subir la même trajectoire probablement que celui de Barnier. Comment et sous quelle forme Macron pourrait-il se maintenir au pouvoir dans ces conditions ? Le mot d'ordre de démission de Macron semble être plus approprié que de participer à la mascarade des compromis pour sortir de la situation de blocage. Cependant, nous avons besoin de créer un mouvement extra-parlementaire dans la rue, dans les quartiers, dans les entreprises pour nous débarrasser de Macron. C'est le capitalisme qui engendre une situation de chaos, et ses défenseurs se maintiennent au pouvoir en dépit des événements pour mieux protéger le système. Nous ne pouvons pas résoudre la crise parlementaire uniquement avec les outils du parlementarisme. Évidemment, si Macron tombait, Marine Le Pen risquerait d'être en bonne posture pour prendre le pouvoir. Et c'est un combat que nous devons mener. Mais plus la gauche joue la carte de la défense de la République, en ne se démarquant pas nettement de la droite ou des éléments de gauche qui veulent s'entendre avec Macron, et plus Le Pen se renforcera. Marine Le Pen joue désormais un rôle d'arbitre. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la signification de la montée du nationalisme et de l'extrême droite. C'est un phénomène qui n'est pas simplement français, c'est un phénomène mondial. Je vais citer les exemples les plus récents. L'arrivée de Meloni au pouvoir en Italie, la montée de l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne aux dernières élections régionales, d'ailleurs qui bénéficie du soutien de Elon Musk, et en parlant de lui, la victoire de Donald Trump aux dernières élections américaines. Je pourrais continuer la liste comme ça. Il y a une multitude de facteurs, et c'est leur conjonction qui explique cette tendance aux poussées nationalistes. Trotsky expliquait que le fascisme se développait sur le terreau de la putréfaction du capitalisme. Et en effet, l'arrivée au pouvoir de Hitler ou la montée des ligues ou des groupes fascistes en France ou à travers l'Europe se faisait dans une période de régression sociale post-crise économique de 1929. Depuis plusieurs décennies, les perspectives économiques sont moroses. Les crises économiques se succèdent, la poussée inflationniste de 2022-2023 a miné le pouvoir d'achat de la population, le chômage était à un niveau important et va repartir à la hausse. La concurrence internationale s'accroît sous le poids de la mondialisation capitaliste. Et les conquêtes sociales sont détruites réforme après réforme, ou plutôt contre-réforme après contre-réforme. Tous ces facteurs entraînent dans la population, et en l'occurrence les travailleurs, un sentiment de déclassement ou la crainte d'un déclassement. Si nous contrôlions nos frontières, si nous contrôlions l'immigration, peut-être que nous pourrions résoudre les problèmes, et notamment celui du chômage. Voilà le genre d'idées faciles à digérer, démagogiques, utilisées par l'extrême droite, mais qui trouvent un certain écho dans le marasme actuel. Il y a ce sentiment que plus personne ne contrôle quoi que ce soit, et qu'il faudrait que quelqu'un reprenne le contrôle de la situation. D'ailleurs, de ce point de vue, la gauche est à côté de la plaque lorsqu'elle brandit en chœur avec Macron et d'autres la défense des valeurs de la République et de la démocratie. D'ailleurs, la République capitaliste n'a aucune aversion contre les agissements et les idées autoritaires. Aucune. Historiquement, les partis de gauche représentent les intérêts des travailleurs. Mais force est de constater que tous les gouvernements de gauche qui se sont accommodés du capitalisme ont été incapables d'enrayer la situation. Il y a bien eu en 1981, sous Mitterrand, une politique de réforme sociale favorable envers les travailleurs, mais celle-ci s'est très vite arrêtée en 1983 avec le tournant de la rigueur, sous la pression des capitalistes qui commençaient à mener des actions de sabotage économique ayant un impact significatif contre une politique qui nuisait à leur profit. Le gouvernement Jospin et celui de Hollande par la suite n'ont fait que confirmer ce fait. Ils ont mené une politique qui ne nuisait pas aux intérêts du capital, et ils ont endommagé le lien qui les unissait à la classe sociale qu'ils étaient censés défendre. Il y a un autre aspect qu'il faut évoquer ici. Bien que des dirigeants ou des militants de gauche qualifient le Rassemblement national comme un parti fasciste, c'est non seulement une erreur du point de vue théorique et historique,
mais également du point de vue tactique, car en pensant utiliser cet argument pour diaboliser le Rassemblement national, il produit l'effet inverse. Alors certains contre-argumenteront sur le fait qu'il faut accabler le Rassemblement national, sans quoi c'est leur faire un cadeau. Il ne s'agit pas non plus de faire un cadeau à ce qu'est réellement le fascisme. Le fascisme n'est pas simplement un régime réactionnaire, autoritaire, nationaliste, raciste, qui s'attaque aux droits démocratiques, ce qui correspond à peu près au Rassemblement national. C'est un régime particulier qui signifie la destruction totale de tous les droits démocratiques et des agencements de la République bourgeoise. Le Parlement, les élections, la liberté de la presse, etc. Et l'atomisation totale de l'opposition en l'écrasant dans le sang. C'est ça le fascisme. Ce régime ne s'appuie pas simplement sur l'appareil répressif de l'État, mais mobilise une partie significative de la population pour appeler littéralement un mouvement de masse pour mener une politique de guerre civile. Ça a été le cas de Hitler, de Mussolini, de Franco, qui ont utilisé les masses comme un rouleau compresseur pour détruire toute forme d'opposition qui se trouvait sur leur chemin. Trump, Meloni, Orban, Bolsonaro, ces politiciens, ce n'est pas encore du fascisme. Une fois arrivés au pouvoir, ils mènent une politique classique dans le cadre des institutions bourgeoises pour défendre les intérêts de la classe capitaliste. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen arrivera au pouvoir, elle ne serait pas en mesure de résoudre les contradictions du capitalisme. Elle ne ferait que révéler au grand jour qu'elle n'est que la version plus réactionnaire du macronisme. Et tous ceux qui ont succombé à la démagogie du RN en pensant qu'elle défendrait les intérêts des travailleurs en seront pour leurs frais. Les intérêts capitalistes seront la priorité, la crise économique ne ferait que s'aggraver. Il faut sortir de cette paralysie du Front républicain qui nous empêche d'engager le combat sérieusement. Et il ne faut pas chercher à mettre des pansements sur les plaies nécrotiques du capitalisme. Sur le plan économique, l'impasse institutionnelle a également des conséquences. Depuis plusieurs semaines, les banques ont augmenté leur taux d'intérêt auprès de l'État français à plus de 2%, ce qui est supérieur à la Grèce, un État considéré comme moins solide financièrement. Et le jour même de la nomination de François Bayrou, l'agence de notation Moody's a dégradé la note de la France, ce qui risque de lui faire encore augmenter ses taux d'intérêt. L'instabilité politique et budgétaire de l'État français risque d'impacter négativement les perspectives économiques du pays. Les capitalistes français vont encore freiner leurs investissements, et il en va de même pour les capitalistes étrangers, les investisseurs étrangers. Les capitalistes cherchent à optimiser leurs profits, et cette instabilité sociale et gouvernementale est une menace pour la rentabilité du capital. Une contraction de la production risquerait d'augmenter le chômage et accentuerait la politique de régression sociale. Mais avant de jeter la faute sur la crise politique ou les députés qui ont voté la motion de censure, il faut rappeler quelle était la situation de la France d'avant. Depuis des décennies et à travers des fluctuations inévitables, le taux de rentabilité du capital est en baisse. C'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement la France, il est mondial. Depuis 50 ans, les crises économiques sont liées à la baisse de rentabilité du capital. La croissance mondiale a une tendance à la baisse et peut se traduire par une augmentation de l'endettement public. En France, la dette publique a atteint plus de 3100 milliards d'euros au premier trimestre 2024, soit à peu près 110% du PIB. Ce sont des phénomènes qui sont inhérents au fonctionnement du capitalisme. Le marasme économique mine le niveau de vie des travailleurs. Et pourtant, la France est en première position en ce qui concerne le versement de dividendes à ses actionnaires au sein de l'Union européenne. Entre 2022 et 2023, il y a une augmentation de 8,7% des dividendes avec un montant total de 62,3 milliards d'euros. Et entre 2017 et 2023, une augmentation de 31%. Et parmi les entreprises qui distribuent le plus de dividendes, on retrouve Engie, Hermès, L'Oréal, Vinci, Safran, Thales. Et selon le gestionnaire d'actifs Janus Henderson, l'augmentation serait de l'ordre de 3,9% en 2024. Cette contradiction entre la situation économique générale et la bonne portance des actionnaires s'explique par le fait qu'une minorité de capitalistes concentre dans leurs mains toujours plus de capital, et ceux qui n'arrivent pas à les concurrencer sont absorbés. Les grands donneurs d'ordre écrasent et soumettent leurs sous-traitants pour augmenter leurs profits et en reverser une part de plus en plus importante aux actionnaires, au détriment des salariés et des investissements productifs.
Chez les grandes entreprises multinationales, on constate de manière flagrante cet antagonisme entre le capital et le travail. Alors que certaines d'entre elles réalisent des profits records, les salaires stagnent. Les augmentations de salaire sont inférieures à l'inflation pour bien d'entre elles. Lorsque Macron a été élu en 2017, il prétendait relancer l'économie par la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il fallait diminuer les prélèvements sur le capital et que cela aurait un impact favorable sur les salariés. Or, on constate dans ces grandes entreprises qu'il n'y a aucune corrélation entre le niveau de profit et les augmentations de salaire. Face à ces chiffres, on pourrait aisément tirer la conclusion que le problème principal n'est pas la crise politique, mais le fonctionnement même du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production et la concurrence. L'accumulation de capital et la recherche de profit engendrent un système pétri de contradictions avec d'un côté une minorité de capitalistes toujours plus puissante et de l'autre côté une économie en stagnation. On serait en droit de s'attendre de la part de l'ensemble des organisations des travailleurs, qu'elles soient politiques ou syndicales, qu'elles nous expliquent de l'impossibilité de résoudre les contradictions du système capitaliste tout en restant dans son cadre. Mais on a vu que les directions de certaines organisations politiques de gauche s'inquiètent de l'instabilité des institutions. Mais voilà, maintenant que la CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC signent un communiqué commun avec le MEDEF et la CPME dans lequel ils appellent au retour à la stabilité politique sous prétexte que l'instabilité dans laquelle a basculé notre pays fait peser sur nous le risque d'une crise économique aux conséquences sociales dramatiques. En d'autres termes, il faut retourner à la situation d'avant où les capitalistes pouvaient compter sur des institutions stables fonctionnant dans leurs propres intérêts. Ce qui pèse le plus lourd actuellement, c'est la menace de sabotage économique de la part du patronat si jamais un gouvernement agira contre leur volonté. Les directions syndicales signataires de ce communiqué devraient exploiter la faiblesse du régime pour mieux défendre les travailleurs et ouvrir les yeux de la population sur la nature rapace du système capitaliste et de la nécessité de le renverser. Hélas, elles préfèrent défendre l'ordre établi et au passage étouffer toute perspective de changement. Elles ajoutent de la confusion à la confusion. C'est le propre même du réformisme. En refusant de défendre un programme de rupture avec le capitalisme et en tentant de trouver des aménagements sous toute forme de replâtrage, pour paraphraser Marx, les réformistes finissent toujours par défendre ceux contre qui ils prétendent lutter. Je vous mets en description de la vidéo un lien vers un texte qui présente les grandes lignes générales d'un programme de rupture avec le capitalisme, qui serait le meilleur moyen d'en finir avec ce marasme économique et social.